Bienvenue dans Un dodo à la fois, le podcast qui raconte le sommeil des enfants. Dans Un dodo à la fois, j'interviewe des parents afin qu'ils nous racontent leur histoire avec le sommeil de leur enfant. J'échange aussi avec d'autres professionnels sur tout ce qui peut impacter le dodo. Je m'appelle Mégane, maman de Mathieu. Je suis accompagnante postnatale spécialisée en sommeil des tout-petits. Et comme je suis aussi esthéticienne au naturel, j'ai créé un institut spécialement dédié aux mamans. Mon objectif, faire du bien aux mamans et donner confiance aux jeunes parents. J'espère que ces témoignages vous feront réaliser que vous n'êtes pas seul à vous inquiéter du dodo de votre enfant. Faites avant tout confiance à votre instinct, soyez libre d'adhérer ou non à la vision des parents que vous écouterez. Bonne écoute! Alors, je pense que je vais le dire parce que c'est drôle. Oui, c'est drôle. C'est cocasse. Puis on va se redire bonjour. Nous avons donc tourné, 45 minutes? Oui, bien tassé. 45 minutes d'épisode avant que mon enregistreur me lâche subitement parce que plus de batterie. Voilà, donc c'est les aléas du métier. Mais c'est pas grave parce que tu as du temps. Mais oui, j'ai du temps avant pour de toi, ne plus avoir surtout. de temps. Mais non, mais je prends le temps et c'est très agréable de parler avec toi. Donc, il n'y a aucun souci, avec plaisir. Super. Tu peux reposer toutes les questions que tu veux. Donc, Amandine, tu es la maman de 2 enfants. Tu es la maman de Romy, qui a 10 mois, et Raphaël, qui a 5 ans. Oui. Et tu vas reprendre le travail bientôt. La semaine prochaine, premier jour, je pars à Paris. Donc, ça va être une belle reprise. Une reprise sur les chapeaux de roue. Exactement. Donc, comment tu te sens? J'ai préparé la reprise, donc ça a commencé, la mise en bouche a été la rentrée. Ouais. Donc déjà toute Parce l'organisation. que nous sommes donc en septembre. Exactement, donc toute l'organisation de l'adaptation à la crèche en premier. La rentrée en grande section de maternelle de mon premier. Des grandes rentrées pour tout le monde, du coup. Exactement. Donc toute cette mise en place, cette organisation qui se fait avec mon conjoint et la mamie et la crèche. Donc il faut faire des semaines bien chargées. Triple mode de garde. Exactement. Pour pouvoir jongler. Question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe, du coup, sur ce podcast. Oui. Comment tu te sens aujourd'hui quand tu penses au sommeil de tes enfants, de tes 2 enfants? Alors, je suis contente quand même quand je prends du recul. Quand même, faut pas non plus. Je suis contente de ce que j'ai pu faire, ce que j'ai fait. J'ai fait des petites erreurs, mais ça a été intense, ça a été long, mais faut être indulgent avec soi-même. Donc, je me sens bien maintenant, mais j'aurais aimé avoir plus d'infos et plus d'aide pour le premier, que je suis allée chercher, que j'ai trouvé pour le deuxième. Voilà, donc quand je prends le recul, on apprend et on essaye et on va chercher l'info. On va revenir du coup d'abord sur le sommeil de Romy, Oui. puisque c'est un peu historiquement ce qui est le plus frais dans ton histoire de vie. Comment elle a dormi, Romy, et comment elle dort aujourd'hui? Alors Romy, donc c'est la deuxième. C'est un petit bébé en poids que j'ai allaité. J'ai fait du cododo. Cododo partage de lit ou cododo berceau, cododo à côté? Les deux. Les deux. Donc c'était un petit poids qui a eu un peu de mal à grossir, donc j'étais beaucoup proche d'elle. Donc les 6 premiers mois, donc cododo plus allaitement. Ensuite, pour moi, ça a été sommeil très saccadé, très compliqué personnellement, parce que j'entendais tout. Plus l'allaitement, les réveils très très fréquents. Donc ça a été très éprouvant pour moi les 6 premiers mois. Et à partir de 6 mois, quand elle a pris du poids, que j'ai senti je l'ai sentie prête. J'ai décidé de la passer dans le lit à barreaux dans la chambre avec son frère. Okay. Et en même temps, quelques semaines avant, j'avais progressivement arrêté l'allaitement et commencé l'allaitement au biberon. Mais toujours maternel. Un tir-allaitement? Tir-allaitement. Un tir-allaitement. Donc tu tirais ton lait. Exactement. Et tu lui donnais au biberon. Au début, et après, petit à petit, j'ai fait comme ça. J'ai
donné que le lait infantile, plus le passage dans la chambre qui s'est plutôt bien passé. Après, bon, bah, je te cache pas que je me réveillais, je me levais, mais moi, j'avais un meilleur sommeil réparateur. Ouais. Ouais, ouais, ça a été, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a été un peu compliqué au début, bah, voilà, c'est sûr que j'avais un petit peu peur, mais en fait, tout s'est fait, plutôt bien. Quand elle avait vraiment besoin de moi, je le sentais et j'entendais tout. Donc ça, mais quand je dormais et qu'elle dormait, je dormais profondément et ça, je pouvais vraiment me ressourcer, quoi. OK. Mmh. T'avais peur de quoi? Bah, c'est normal, on a des peurs de maman si on l'entend pas, si, elle respire pas, enfin des choses, normales. Mmh. Mais, on ne peut pas ne pas y penser. Mmh. Ouais, quand on est maman, c'est instinctif. Bah, toujours à regarder si ça va et quand je l'avais à côté de moi, c'était tout le temps, ou la tétine ou le sein ou, il y avait toujours un c'est normal, Bien sûr. on est en proximité. Mmh. Donc, j'ai adoré cette période, mais à un moment, j'ai senti qu'il fallait que je dorme. Mmh. Et Pour que je ton ouais, pour mon sommeil à bien-être. toi, Ouais, pour ton bien-être à toi. ouais, même, ouais, physiquement et psychologiquement, il fallait que ça change. Quand tu l'as passé dans sa chambre, Mmh. cette peur-là de pas l'entendre, elle t'empêchait pas de dormir? Non, parce que vraiment, quand déjà, j'avais mon conjoint, donc Mmh. ça me rassurait. On est 2, Vous étiez 2 à donc, l'entendre. à l'entendre. Mmh. Donc déjà, je me reposais un peu sur lui aussi et plus que sur moi la nuit parce que, allaitement. Donc ça m'a soulagée de pouvoir lui donner un biberon, qu'il puisse donner un biberon la nuit, ou vraiment si elle avait besoin, il me la mettait au sein, vraiment. Donc ça a été vraiment du tâtonnage, petit à petit et évidemment que quand on entend le pleur de son enfant, on se dit c'est instinctif, on sait Mmh. que, c'est où il a faim, où il a mal, où il est pas propre, il a une couche, qu'il faut changer. Et au début c'est sûr que on sait pas où on va, mais au fur et à mesure, on apprend et on sait. Et Mmh. on essaye de faire au jour après, hein. Bien sûr. Mmh. Et petit à petit, tu comprends qu'en fait, tu l'entends. Enfin, 1 Oui, nuit, 2 nuits, bah, en fait, tu te dis: «Bah, c'est bon, en fait, au moindre, tout fouinement, je l'entends». Donc en exactement. fait, ça te rassure, au bout d'une nuit quasiment, ça te rassure déjà, quoi. Oui, voilà, quelques nuits après, tu tu sais, et puis, tu aussi c'est un rythme, hein. On dit que c'est un rythme, mais c'est une façon de faire. Mmh. Plus tu vas faire, plus tu vas répéter, plus tu vas y arriver, plus tu vas comprendre et une habitude se prend à 28 jours, moi j'y crois, hein. Même pour le dodo, oui, il y a des semaines d'adaptation, oui. Mais enfin, c'est sûr qu'il y a des nuits où tu te dis: «Ouais, génial, ça marche». Puis, il y a une nuit où tu te dis: «Ah mince, elle se réveille» ou «Je me suis réveillée plus de fois que la nuit d'après». Puis après ça s'espace petit à petit. Rien n'est figé, dans le bon Non, sens comme dans le mauvais. C'est-à-dire qu'une exactement, mauvaise nuit ne prédit pas des nuits pourries après et une bonne nuit exact. ne prédit pas que tout va être simple après. Exactement. Je pense que aussi, il y a des caractères, qui sont plus, moi j'étais beaucoup plus, angoissée avec mon premier et du coup, avec Romy, je suis beaucoup plus cool et je le vis beaucoup mieux. Mmh. Parce que quand on est informé, qu'on a déjà vécu les situations, on prend du recul et on est plus souple. Alors c'est facile quand on l'entend comme ça, quand on le vit, quand on est dans le jus, j'ai envie de dire: «Oui, oui, c'est facile», mais là je suis la tête dedans, je suis pas bien, je suis Mmh. fatiguée, j'y arrive pas et c'est à ces moments-là où, il faut aller demander de l'aide. Faut parler, il faut communiquer. C'est pour ça que moi j'avais besoin je t'ai contactée pour le sommeil de Romy, pour comprendre surtout, comment ça marchait. Parce que, je savais pas pour mon premier, d'avoir des réponses, claires et presque, immédiates via, maintenant on a WhatsApp, le téléphone donc voilà, tu étais très, très rapide dans tes réponses. Puis ça fait du bien de se sentir, écouté et poser peut-être des questions, dire anodines et bêtes, mais quand on est dans le jus, on a besoin d'être rassuré et d'avoir quelqu'un, je pense, d'extérieur au couple ou à la famille, qui est Mmh. un professionnel. Mmh. Et il faut pas, avoir, maintenant on a tellement de ressources, faut les utiliser pour, s'enrichir et apprendre et moi ça m'a beaucoup aidé pour Romy, pour son sommeil, ouais. Il y a pas de questions bêtes.
clairement. Non, mais oui. Mais On des se fois, on n'ose pas. enfin, on a l'impression que, comme tu dis, que c'est anodin et que ça peut paraître un peu, Random, bête, ouais, c'est mais ça. c'est le rôle Mais de la peur là, voilà. l'inquiétude là, elle est réelle et le besoin de savoir et le besoin de comprendre, ils sont là. Et rien que le fait effectivement de se sentir écouté, si en plus on nous fournit, des explications, des outils, qui sont C'est adaptés, rationnel. bien sûr. C'est rationnel, ça apaise, ça calme, ça rassure, tu comprends mieux pourquoi et du coup, tu te dis: «Bon allez, OK, c'est normal», C'est normal. voilà et tu reprends, un souffle et Mmh. tu réessayes le sommeil. Je pense que c'est vraiment, propre à chacun, à chaque bébé, à chaque parent et c'est vraiment du cas par cas, hein et la personne qui va t'aider, t'accompagner, va pouvoir répondre à ton besoin personnel parce que quand tu vas chercher l'info, c'est une info générale Mmh. et malheureusement, des fois ça marche, c'est génial et des fois, bah, c'est plus compliqué et OK, c'est OK et on va trouver la solution. Il faut vraiment pas rester, seul dans ces moments-là. Mmh. Faut aller, demander de l'aide ou aller chercher l'info. Qu'est-ce qui t'a aidé à ce moment-là, du coup? Alors de comprendre qu'il y avait des phases de sommeil, des créneaux, où, le bébé, pouvait s'endormir plus facilement, les 0-3 mois, les 3-6 mois, tout ça, Mmh. comprendre en fait la physiologie, de l'enfant et le besoin, La structure du la sommeil, structure du sommeil, voilà mmh. et après, bah, tous les petits à côté, les petites questions: «Tu en penses quoi, la tétine? Tu en penses quoi, le cododo, le lit?» d'échanger comme ça et Mmh. de dire: «Alors ça a marché? Oui, non? Ah bon, on va essayer comme ça». Ouais, moi je trouve que voilà, c'est l'échange en fait, le cas par cas et l'échange qui m'a beaucoup aidée. Moi, j'en pense rien. C'est-à-dire que, chaque parent est différent, chaque façon de faire est différente, chaque enfant est différent. Donc si le cododo, ça convient, tant mieux. Si ça convient pas, on essaye autre chose. Si la tétine, ça convient, tant mieux. Puis si ça convient pas, on essaye autre Ouais, chose. Donc vraiment, pour moi, il y a pas de bonne et de mauvaise façon de faire. Il y a pas de mauvaises habitudes. Il y a que des habitudes qui conviennent ou qui conviennent pas, ouais. et qui peuvent convenir sur le moment et plus convenir après. Enfin, rien n'est Exactement. figé. Mmh mh. Donc c'est vrai que en tant que parent, quand on vient chercher de l'aide, on demande forcément, «Qu'est-ce que tu en penses?» ou «Qu'est-ce que vous en pensez?» en fonction du professionnel en face de soi. Hem et là où les accompagnements sont différents, c'est quand le professionnel renvoie la balle, et redemande aux parents: «Bah, vous, qu'est-ce que vous en pensez?» ou «Toi, qu'est-ce que tu en penses?» parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que le parent reprenne confiance dans ses compétences de parent. Exactement, c'est déjà avoir ça dépend des personnes, mais plus ou moins, confiance en soi déjà. Mmh. Alors confiance en son enfant, en soi, en ses compétences, bah, c'est un travail déjà personnel. Je veux dire, si nous on n'est pas bien avec nous-mêmes, on peut pas être bien avec notre enfant. Mmh. Donc des fois, il faut vraiment, genre je veux le dire, il faut être, pas égoïste, mais faut faire attention à soi pour pouvoir après transmettre et donner le meilleur à son enfant. Et ça passe par, bah, des fois, bah, moi je me suis dit: «Je peux plus dormir avec Romy parce que je ne dors pas». Donc OK, c'est pas grave Amandine, elle va quand même bien dormir, tu es là pour elle, tu lui donnes tous les besoins qu'elle a dans la journée, quand elle en a besoin la nuit. Mais je sentais que si je dormais pas, je déraillais. Mmh. J'allais perdre pied. Donc il y a des moments où il faut se mettre en priorité pour après, bah, être, le meilleur des parents que tu peux être. Voilà, tu fais comme tu peux toi. Tu culpabilisé à ce moment-là de l'amener vers sa chambre? Bah, oui, je me dis: «C'est trop tôt». Maintenant on est dans un maternage proximal. J'ai réalisé là typiquement en septembre quand j'ai commencé à faire l'adaptation en crèche, j'ai rien que vu en 5 ans, donc quand j'ai déposé Raphaël il y a 5 presque non 3 ans, 4 ans, les dames qui s'occupent, je sais pas comment on les appelle, elles ont toujours un enfant au bras et Mmh. elle dit: «On peut plus les poser tout seuls dans le lit parce qu'ils ont besoin de tout le temps être, endormis au bras». Et je vois que, oui, les besoins des enfants, ils ont changé, donc je me suis dit, «Voilà, je la passe dans son lit, elle va être toute seule, est-ce que je fais bien? Est-ce qu'elle se sent pas tout» voilà, évidemment, on se pose 1000 questions et en fait, si on n'essaye pas, on peut pas savoir. Donc ça veut pas dire que, on la met, on arrête le cododo et ça va se passer super bien dans la chambre et peut-être dire: «Bah non, en fait, mon enfant, je le sens pas bien, il faut que je le repasse dans la chambre». Bah OK, on aura essayé. Mmh.
Mais oui, j'ai un peu culpabilisé au début. Et après, j'ai vu que ça se passait bien. Qu'elle faisait des belles nuits, que moi, j'allais beaucoup mieux le matin. Je respirais de me réveiller en pleine forme. Vraiment. Parce que j'avais 3-4 heures de sommeil collées. C'était énorme pour moi. Pendant 6 mois, j'ai pas dormi j'étais tout le temps coupée. Ouais. À chaque cycle. Et en hypervigilance constante. J'arrivais pas à m'endormir. On me disait dors quand le bébé dort. Alors ça me... Le pire conseil. Alors, moi, ça me passait pas parce que quand on ne sait pas dormir à la demande, tu m'as proposé un podcast, c'est ça? Somnifère, le podcast qui fait s'endormir. Pour les personnes qui connaissent pas, c'est un podcast en 2 étapes avec une courte méditation au début et puis une petite histoire derrière, avec une voix grave qui pousse à l'endormissement. Et c'est top quand on a du mal à lâcher prise. Même sans forcément s'endormir, parce que toi, tu l'as utilisé plutôt la nuit ou plutôt pour la journée? Ouais, la journée. Donc même sans forcément s'endormir, au moins ça permet de se poser. Je pense que une variante du conseil dors quand bébé dort, c'est plutôt ressource-toi, sans forcément dormir, parce qu'il y a des personnes pour qui effectivement ça convient pas. Non, moi typiquement impossible. Alors ça m'a aidée, mais c'était pas naturel. Je sais pas comment expliquer, c'est que je me l'imposais tellement j'étais épuisée, parce que je sentais qu'il fallait que je me recharge 1 heure, mais c'était pas, ça m'épanouissait pas. Comment ça s'est passé cette transition du coup? Vous l'avez passée dans sa chambre? Oui, alors dans la chambre de son frère, dans la chambre des enfants du coup. J'avais peur de réveiller Raphaël, que on n'y arrive pas, donc oui, un peu d'appréhension. Toujours. C'est se tirer une double balle dans le pied parfois, de dire du coup l'enfant dort moins bien et puis l'aîné dort moins bien aussi. Ouais, et en fait souvent c'est une inquiétude de parents et souvent ça se passe très bien. Et ça a super bien marché parce que ça a apaisé Raphaël, parce que là il était dans une démarche un petit peu de négociation. Non, je vais pas aller me coucher, non, je suis tout seul. Voilà, Raphaël était dans une demande d'un petit frère, d'une petite sœur et il voulait pas être tout seul. Donc l'arrivée de sa petite sœur dans sa chambre, il était super fier, super content. J'ai dit tu vas être là, tu regardes, voilà, elle a besoin de toi, de sentir que t'es à côté. Donc il était super content d'être le grand frère. Voilà. La mission. Elle, je sais pas si ça l'a aidé, mais ça s'est plutôt bien passé. Alors je me suis réveillée, on se réveillait la nuit, parce que tétine, biberon de la nuit, mal aux dents ou malade ou couche. Oui, mais ça s'est quand même plutôt bien passé. Pas de grosse crise, pas de stress. Je la sentais pas stressée au niveau du coucher. Et ça s'est fait relativement bien parce que dès qu'elle avait besoin, on était là. C'était un choix de se lever, mais je l'ai fait. Et l'endormissement, comment ça se passait? J'avais son petit rituel. Je la posais dans le lit, on éteignait les lumières, les volets, je disais au revoir à tout le monde. Bon, on avait le rituel. Et de toute façon, si je sens que on le sent, un enfant qui chouine, ou je la reprenais dans les bras, on repartait. Et j'aurais essayé 10, un quart d'heure plus tard, et voilà. Mais sortez de la chambre? Oui. Ouais. Je coupais. Ok. Stop, on arrête. On recommence plus tard, parce que je savais que sinon ça allait monter en crescendo. Réveiller si Raphaël dormait déjà. Ouais. Donc je forçais pas. Vraiment petit à petit, j'ai fait vraiment tâtonner. Vraiment, c'est l'apprentissage jour par jour. Vraiment. Le coucher se faisait au même moment pour les deux? Alors, Raphaël, c'est vrai que j'aimerais, dans le meilleur des cas, que vers 20h il soit au lit. Romy est endormie avant, généralement, mais ça arrive que des fois elles sont un petit peu décalées. Donc j'essaye que Romy soit endormie la première pour qu'après Raphaël puisse avoir notre temps tous les trois et aille se coucher. Et ça aide de pas faire de bruit quand il va dans la chambre. Il sait que maintenant c'est dodo, câlin et on va dormir. Ça a aidé un peu aussi à structurer la routine du soir aussi du grand. Ouais. Après, des fois, il y en a un qui réveille l'autre réveille. Mais on va dire, dans 80%, ça marche. Il y a des jours où il y en a un qui réveille l'autre réveille l'autre. Bon, c'est comme ça. C'est le jeu. Ça fait partie des inconvénients. Oui. Et en même temps, ça apporte d'autres avantages aussi. Voilà. Pour moi, j'avais peur et quand même, je suis quand même relativement contente. La nuit, ça ne le réveille pas. Donc, même si elle pleure pour un bibi ou un mal de dents ou quoi, je la prends, je regarde, il dort. Donc ça, je rassurais. Je pense qu'après ça dépend des enfants, mais je crois que à cet âge-là, ils ont quand même un sommeil assez profond. Donc ça, je veux rassurer pour
pour ça. Et voilà, après, si on doit la prendre dans le lit, on la prend dans le lit. Si elle a besoin de nous, on est là. Pareil pour Raphaël. On n'est pas... Le sommeil, je veux dire, on s'adapte à eux. Vous êtes souple. Oui, on est souple. Il faut, sinon, si on met trop de règles, alors telle heure, il faut faire comme ci, comme ça. Ça marche pas parce que l'enfant, c'est un être humain, hein, il n'est pas linéaire. Et le dodo du jour, pour les siestes, comment ça s'est passé pour Romy? La journée, grâce au train, aux routines, elle était plutôt bien timée. Donc c'était plutôt. Elle avait un rythme. Elle avait un rythme bien. Donc ça a été facile pour Romy, hein, parce que pour mon premier c'était pas du tout le cas. Je sais pas idyllique, voilà. Non, mais je veux dire, voilà, Romy, j'ai eu de la chance, j'ai eu un bébé qui est arrivé plus ou moins à faire des siestes. Timé. Après, des fois, elle a pas envie, c'est décalé, c'est pas grave. Comme je dis, je force pas, je reprends avec moi. Ça veut dire que c'est pas le bon créneau et pour qu'elle puisse s'endormir. Et puis, je la repose un quart d'heure, 10 minutes plus tard. Faut pas être buté, obstiné et s'énerver. Parce que parce qu'après, l'enfant, il le sent et ah oui, tu fais ça? Mais j'aime pas du tout. J'aime pas du tout et du coup, ça ne marche pas. Ouais. Donc, tu veux y aller au forcing? Moi, je vais y aller au forcing, moi aussi. Non, mais j'ai compris ça. Hein. J'ai vite compris que ça marchait pas comme ça. Et dans quel environnement elle faisait ses siestes, du coup? Dans son lit, vu que l'endormissement au début, de 0 à 6 mois, un petit peu sur moi, un petit peu dans le coussin, dans le berceau, un peu partout dans la maison où je la posais. Hein. Et après 6 mois, c'est là où j'ai commencé à faire des siestes dans son lit et petit à petit à introduire la chambre à partir de 6 mois et de l'arrêt d'allaitement, petit à petit. Et ça s'est bien passé pour les siestes aussi? Oui. Oui, ça va. On va venir sur ton deuxième. Voilà, sur mon premier. Je vois, sur ton premier, pardon, sur ton deuxième enfant, mais donc ton premier, ton aîné. Parce que je vois à ton visage que oui, ça s'est bien passé. Là où l'aîné, beaucoup moins. Non, oui. Donc comment ça s'est passé le sommeil de Raphaël? Raphaël, c'est un bébé qui est né pendant le Covid. Donc on a été enfermés pendant quelques mois. En immersion, dans la bulle, tous les 3. Là, ça a été, on faisait tout à son rythme. Et comme je t'ai dit, j'étais beaucoup moins informée. Alors j'avais confiance en moi, hein. J'ai vite déchanté parce que j'avais pas les bons outils, les connaissances et c'était mon premier. Donc j'étais vraiment dans la découverte, j'ai tâtonné, je suis vraiment allée au feeling. Et du coup, tout tournait autour de lui. Il se réveillait souvent la nuit. Il fallait l'endormir au bras. Il se réveillait. C'était des petites crises la nuit. Endormissement long. Les réveils étaient longs aussi dans la nuit. Et la journée, c'était à ses désirs. Où il voulait s'endormir, il s'endormait. Je le berçais beaucoup par mouvement de balancement, c'est ça? Donc il s'endormait quasiment que au bras pendant un an et demi, comme ça. Donc c'était très très fatigant. Toujours bercement, vous avez fait du partage? Oui. Moi je tenais pas sinon. Hein. Bien sûr. Ah non, moi j'avais la batterie à 0. Hein. J'étais très très fatiguée. Donc là, elle était beaucoup plus longtemps. Là, c'était presque 1 an. Donc cododo, dans le cododo et dans le lit. Après, j'ai arrêté l'allaitement. J'ai commencé juste par arrêter l'allaitement. Donc c'était des biberons, donc beaucoup plus de partage. Donc là, il pouvait prendre le relais. Mais c'est vrai que l'allaitement, c'est un don de soi quand même. Hein. Malheureusement, il peut aider pour les changes, pour les pleurs, pour les coliques, mais l'allaitement, ça te réveille quand même. Bien sûr. Et moi, comme j'ai un sommeil super léger, ça m'impacte beaucoup. Parce qu'il y a des mamans qui disent franchement, il vient téter pendant la nuit, je le sens même pas. Exactement. Chance. Oui. Tant mieux. Mais souvent, souvent ça. Pour beaucoup de mamans, ça réveille quand même et puis ça fractionne un petit peu les nuits et puis on n'a pas toutes les mêmes capacités de rendormissement derrière, parce qu'au-delà de se réveiller, c'est se rendormir qui est potentiellement plus compliqué. Quand tu dis beaucoup de réveil, c'était Raphaël, c'était
je sais pas, un cycle d'un enfant de 6 mois, c'est quoi les cycles de 70 sommeil? minutes. En moyenne, donc ça peut être une Une heure, heure, 2 heures. ouais. Ouais, toutes les 2 heures, 2-3 heures. Ouais. Au début, on se réveillait. Ouais. Oui, puis tu te réveilles toi, pas forcément entre 2 cycles, pas forcément au bon moment de Toi, ton tu sais cycle, donc pas en fait qu'est-ce tu qui se sors, passe, quoi. ouais, voilà. C'est dur de sortir du sommeil, waouh, c'est un effort, hein. Mmh. Faut se dire, ça c'est une tour d'énergie même la nuit. Du coup, les siestes se passaient, au bras, en portage? J'ai fait beaucoup de portage avec Raphaël. Ouais. Mais il dormait pas en portage, mais je l'endormais. Après, ça a été les bras, donc ça a commencé le portage. Après, j'ai fait au bras et après, j'ai fait au lit. Enfin, j'ai essayé de... Ouais, c'était transitionnel, quoi. J'ai essayé de détacher petit à petit. Et il arrivait à rester endormi longtemps après? Pendant les siestes? Ouais. Ça va. Ouais. Quand il partait, il partait. OK. Même si tu changeais d'environnement de sommeil, si tu l'avais endormi au bras et que tu le posais, il restait quand Oui, même parce qu'il endormi? était vraiment endormi profondément quand Ouais. je le posais. D'accord. T'attendais qu'il soit suffisamment endormi Oui. profondément pour je te dire, savais. il va Je le sentais. il va Quand il avait les mains, les bras ballants, c'était bisous, je pouvais le poser. phase de sommeil, profond. Oui. Ouais. Ce qui peut être effectivement une bonne technique pour pas que l'enfant se réveille au bout de 10 minutes ou se réveille instantanément quand on le pose. C'est Ouais. effectivement d'attendre qu'il soit suffisamment endormi profondément. Ça implique, souvent qu'il se réveille à la fin de son cycle et qu'il puisse pas enchaîner sur un deuxième, mais au moins il fait un cycle, complet. C'est ça. Après, c'est vrai que pour les cycles, c'est au moins 2 cycles dans une sieste, non? Ah, ça 2 à dépend, 3. ça dépend. Raphaël, de mémoire, il se réveillait, je pense, je devais lui remettre une tétine ou venir et puis il se rendormait. Il se rendormait. OK. Il y avait pas de reprise du lit, de mémoire, D'accord. hein. Ça fait OK. 5 ans, désolée. Comme quoi, on oublie. Oui, voilà, Tout on passe. dit toujours ça. Ouais. On garde que le meilleur. Ça, c'est la faculté de l'être humain, hein. C'est beau en soi, mais des fois, c'est vrai que là, maintenant, quand tu me reposes des questions sur Raphaël, je me dis: «Attends». Mais je me rappelle vraiment que c'était très compliqué avec Raphaël. Beaucoup moins avec Romy, beaucoup plus smooth avec Romy. Qu'est-ce qui te reste comme souvenir qui était le plus difficile à ce moment-là? Les pleurs, les pleurs, les crises d'endormissement, c'est-à-dire qu'on le berçait, on était là: «Allez, ça va aller, ça va aller, ça va passer». Et d'intérioriser, de se dire dans sa tête: «Allez Amandine, prends sur toi, ça va aller». Je me répétais ça dans la tête avec le pleur, ça monte vraiment au cerveau, ça peut te faire, vriller. Moi, des fois, j'appelais ma mère: «Maman, viens, je n'en peux plus. Il faut que tu prennes le relais ou». C'est bien que tu aies eu ce réflexe-là. Ouais, Parce il qu'on l'a faut. tous en tant que parents, ce moment-là où on se dit: «Ça va pas» et ça va pas du tout. Et il y a des c'est dans des phases, comme ça où en fait, on a des actions, qui oui, nous dépassent. bien sûr. Des mots et puis des cris, Oui, mais plus tard ça parfois, existe, mais ça c'est la réalité de la chose et pour pas en arriver là, il faut désamorcer, il faut demander de l'aide. Et des fois, on a honte, on n'a pas envie, on n'en a pas le besoin, l'envie au moment, mais il faut savoir lâcher le prise et dire: «Moi, je peux plus». Pour Raphaël, c'était le sommeil qui était très compliqué. Romy, elle a eu des reflux et je demandais à ma mère ou à Denis, parce que là, il travaillait, Denis, pas comme Raphaël où il y a eu le Covid, on était ensemble. Je disais: «Rentre, viens, parce que je peux plus». 3 heures, un enfant qui pleure, enfin 2 heures au moins. Voilà, tu t'es humaine. Enfin, je veux dire, t'es toute seule, t'es dans ta bulle. Qui ne pourrait pas briller dans ces moments-là? Donc, il faut absolument avoir quelqu'un ou même si tu le laisses 30 secondes pleurer, tu vas respirer, tu dis c'est pas grave qu'il pleure. Évidemment, il pleure, oui, mais c'est quoi? C'est ou ça ou tu vrilles. Donc, tu es obligé de lâcher un moment ou de l'aide ou si t'es tout seul, parce que ça arrive des fois, ils peuvent pas venir les gens à l'instant T, c'est maintenant. Moi, ma mère, elle habite pas ici, à Monaco. On est à Nice, c'est 40 minutes le temps de venir. Des fois, voilà. Donc, j'étais tout seul et je la posais. Je disais, respire, fais un tour. J'essaie de reprendre mes esprits. Et tu retournes quand tu peux. Exactement. Parce que sur le moment-là, tu peux plus. Et c'est OK. Et c'est OK. C'est normal. C'est normal. Et parce qu'on n'est pas censé s'occuper d'un enfant toute seule. C'est tout seul, ça. ça dépend des configurations, Oui. mais et même une famille nucléaire classique avec deux parents,
Avant, on avait tout un village pour s'occuper d'un enfant, exactement. le On fameux oublie village. ça. On oublie qu'avant, on avait la mamie à la maison. C'était comme ça, hein, ou la maman pas loin. Et oui, je pense que là, on est seul. On est seul à tout affronter, à tout faire, tout anticiper, tout penser. Et je trouve qu'on est... moi, je me le dis tout le temps, je suis fière de moi. Et je crois qu'il faut être fier de nous, vraiment. Il faut pas... oui, bon, ça va, c'est que ça. Ouais, non, mais vis-le. En fait, fais-le, vis-le. Je pense qu'il y a aucune personne sur Terre qui peut comprendre quand t'es pas maman ce que tu vis. Vraiment. Et il faut être fier de soi et se dire... T'as bien fait, voilà, il faut se rassurer, se redonner de l'énergie pour que ce soit pour le sommeil ou pour autre chose, je sais pas, d'éducation. Voilà, faut demander de l'aide. Et t'as été là aussi dans des moments où t'as des questionnements, tu sais pas, des petites questions peut-être bêtes, ou t'oses pas aussi. Il y a beaucoup de gêne. Moi, c'est vrai, je suis très vite gênée ou j'ai honte. Et avec Romy, j'ai plus ça et ça m'a soulagée. Tu penses que t'avais honte de quoi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu te disais? On a peur de demander, peur du jugement, peur, voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui sont personnelles à soi, mais tu le fais pour ton enfant. Faut dire, c'est pas toi, t'as le droit en fait de pas savoir ou t'as le droit. C'est la peur du jugement de l'autre, de se dire qu'est-ce qu'il ou elle va penser de moi, quelle image je renvoie en tant que parent quand je demande de l'aide. Est-ce que ça veut dire que je suis pas compétent en tant que parent, que je sais pas faire, que je sais pas, ouais, c'est totalement ça. Mais non, en fait, pas du tout. C'est une normalité de demander, quoi. On revient du coup dans la chronologie. Donc Raphaël, vous l'avez passé dans une chambre à part aux alentours de ses 1 an. Un an, ouais. Comment ça s'est passé? Comme l'endormissement, c'était compliqué, les nuits, c'était compliqué. Ça a été compliqué aussi, du coup, ça a le été passage dans le lit. On se réveillait beaucoup. On a été à devoir le reprendre des fois dans le lit. Des fois, ça marchait bien pendant quelques semaines et après, ça repartait en arrière. Ça a été fluctuant et je pense que dès peut-être l'entrée à la maternelle ou au moment où il a grandi, là, il a eu un déclic. Ces nuits ont démarré et il me faisait des très belles nuits. Ok. Mais te dire à quel âge, je pourrais pas te dire un âge précis. C'était lui quand lui s'est bien senti. Il s'est senti prêt à faire ses nuits entièrement, à plus demander de biberon la nuit, mais bien vers 2 ans. Comment vous l'avez accompagné ce changement-là? Qu'est-ce qui se passait concrètement pendant l'endormissement, au moment de partir de la chambre? Dans quel état vous le laissiez? Alors, j'ai commencé par le mettre dans sa chambre pendant les siestes, mais ça a été rituel, c'est-à-dire qu'il avait son coussin d'allaitement avec lui, son doudou, il fallait que je reste un petit peu avec lui, je repartais, il m'appelait, je revenais, je partais, je revenais, je partais, je revenais. Des allées venues avec Raphaël. Autant de fois que nécessaire. Voilà. J'ai vraiment... ça a été vraiment des allers-retours. Et pareil la nuit, un petit peu. Aller-retour. Et jusqu'à ça s'est un peu espacé. De plus en plus, et il a eu moins besoin d'avoir de nourriture la nuit, le biberon, et ça a été vraiment petit à petit. Qu'est-ce qui était le plus difficile? L'endormissement du soir, les réveils? Qu'est-ce qui était le pour lui? Pour lui, c'était l'endormissement autonome pour lui. Ça a été compliqué. Après la nuit, une fois qu'il était endormi, il se réveillait, mais il se rendormait facilement. Il se rendormait facilement. On revenait, on lui, la couche, le biberon, un petit câlin, et ça repartait. C'était je lui donnais ce qu'il avait besoin et après il était safe et il se rendormait. Après au début c'était pas comme ça, le 0-6 mois où on devait être avec lui, l'endormir avec lui. Après il a appris petit à petit à s'endormir tout seul, mais c'est propre à chaque enfant. Et à chaque technique de parent, il faut essayer une technique, il faut s'adapter. Même ça marche pas une fois, ça peut-être marcher après. Il faut vraiment aller chercher l'info, essayer d'être accompagné et tester, vraiment. Et quand on n'en peut plus, il faut vraiment demander de l'aide. Et donc du coup, là, l'endormissement et les nuits, le sommeil se faisait dans son lit fermé. Oui. Et puis après, il a grandi. Oui. Donc on a ouvert le lit. Oui, exactement.
Alors moi, j'ai attendu un peu longtemps, hein. Je crois qu'il avait 2 ans et ça s'est plus ou moins bien passé. Après ça voilà, des fois il atterrit dans le nid, j'accepte, c'est pas grave, C'est c'est qu'il a OK. besoin. Je suis pas, fermée, non, c'est bon, tu restes dans ton nid, c'est dire qu'il a besoin et on est là et comme ça fait pas une frustration de: «J'ai pas envie, on me met dans mon lit». Mmh. Là, j'ai besoin de mes parents, OK, c'est OK. Mais par contre, hier, tu es allé dans le lit, aujourd'hui voilà, j'essaie de faire la balance parce que sinon les enfants, ils ont tendance à de Vous avez du coup une espèce de règle, pas de nuit d'affilée ou enfin comment vous posez non, votre limite, pour que l'enfant ne prenne pas tout le bras quand on lui donne un petit bout de voilà. doigt? Par exemple, quand il est malade, ça, c'est OK. OK, Quand on voyage aussi, c'est normal, d'accord. il est pas dans son environnement, donc moi je trouve Ouais. ça normal d'être Besoin plus de plus cool, de réassurance. voilà. Après, 1 fois, 2 fois et la 3e, OK. là, c'est bon, là, 2 pas 3 du coup. voilà, je dirais pas 2 pas 3, ça Ouais, peut parce être que 1 et pas 2 mmh, ou voilà. Mais pourquoi tu veux pas y aller? Il y ouais. a quelque chose là, si, tu as toujours aimé ton lit et il y a pas eu de souci, pourquoi là ça bloque? Donc Mmh. il y a toujours quelque chose en vrai, hein. Si tu grattes un peu avec ton enfant, si tu essayes de savoir, pourquoi, il va te dire, hein. Ouais. «Bah, je sais pas, je me sens seul, je sais pas», voilà et il te dit, hein, ce Mmh. qu'il a besoin, si tu essayes de communiquer avec lui. Après, j'ai eu la chance, de fait qu'il dorme avec sa sœur. Vers 4 ans, il a eu sa sœur. Mmh. Du coup, là, ça a été, ta sœur, elle a besoin de toi, voilà, donc j'ai toujours essayé de faire passer, les endormissements, par, cap et comme Ouais. j'ai pu au moment où, il était, réceptif aussi, hein. Mmh. Ouais. Il capte, dans une même chambre le sommeil de la personne avec qui alors que ce soit le parent ou que ce soit un autre enfant de la Mmh. fratrie, mais en fait, ils sentent la présence, donc forcément que c'est rassurant à la Je fois pour pense le que c'est petit, apaisant. à la fois pour le grand et du coup, là où on a peur qu'en fait, les réveils se multiplient parce qu'ils se réveillent les uns les autres, souvent ça a quand même plus l'effet d'apaiser, de réduire les réveils puisque quand ils se réveillent, ils savent qu'il y a quelqu'un d'autre avec eux, enfin quelqu'un d'autre, Oui, leur frère non, ou bien leur sûr. sœur avec eux Moi, je dans la suis pièce. d'accord. Donc en fait, ça les rassure, plus que ça ne les réveille, généralement. Ça peut ne pas fonctionner puisque rien n'est vérité absolue, mais là où il y a beaucoup de peur des parents, sur l'impact que ça peut avoir, au final, c'est souvent, assez curieux et assez surprenant de se dire: «Bah, en fait, ça se passe beaucoup mieux que ce dont j'avais peur». Donc Typiquement, moi, j'étais très contente, ça a beaucoup apaisé le grand. mmh, Donc parce qu'il était un peu anxieux, c'est normal, hein, à 5 ans, il réalise plein de choses, donc il était plutôt anxieux 4-5 ans. Plutôt des fois, ça arrivait qu'il soit anxieux pour aller, se coucher. Ça l'a apaisé, tu une petite sœur, ça lui faisait du bien et je pense que les enfants, c'est des éponges, hein. La journée, c'est intense pour eux, hein et le soir, ils déchargent un peu, ils sont pas bien, ils sont stressés de ce qu'ils ont vécu la journée. C'est quand même des grosses journées pour eux, hein, faut se le dire. Et puis des fois, nous aussi, on n'est pas on n'est pas des plus calmes, mmh, hein, on a tous nos petits, problèmes. Mais des fois, ça peut coincer, au coucher, hein et ça, c'est OK. Il faut se dire: «Bon, voilà, il a besoin de nous, cette fois, il a pas dormi, demain, il dormira». Il faut pas que le lit, ça soit, un endroit où la chambre, pas cool, quoi. mmh, Voilà. Parce que si on force à les laisser, pour moi, quand ils sont petits, du coup, ils associent le lit à: «Oh, j'ai pas du tout envie, c'est pas cool, quoi». mmh. Donc moi, quand je vois, par exemple, même Romy, elle a pas envie, je la reprends, je lui donne à boire ou voilà, hop, un petit Tu la câlin, je sors? la sors. OK. Je sens vraiment de dire: «Oh, tu veux pas? OK, je te sors, vas-y, viens, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux être avec maman et papa? OK, nin 5-10 minutes, un quart d'heure». Oui, parfois, il y a pas besoin de grand chose. Ouais. Mmh. C'est juste, je pense que sortir de la chambre, des fois, on se dit: «Ah non, elle va se réveiller». Non, c'est elle est contente, elle s'apaise, elle oublie. Mmh. Je pense que c'est ça, hein. Mmh mh. Et après tu dis: «Oh, toi, tu fatiguée» et on Mmh. repart et on réessaye. Voilà, c'est vraiment, pour moi, le sommeil, c'est essayer, pas tout est linéaire. Ça, c'est Mmh. pas du tout vrai. Même nous, des fois, on peut très bien dormir et pas du tout bien dormir. Complètement. Donc comment un enfant dira: «Ah non, mais il fait ses nuits, c'est parfait», non, Mmh. c'est pas possible, ça Il doit existe pas. dormir toujours de la même façon, toujours aux mêmes heures, toujours Mmh, avec le même nombre de réveils ou pas de réveil ou en fait, non. non. Clairement, c'est pas linéaire. Non, pas du tout. Ils avaient une tétine? Raphaël, oui, jusqu'à, l'entrée de la maternelle et c'était,
la nuit compliquée pour qu'il puisse la retrouver. Et Romy, pareil, elle avait besoin de succion, mais je me suis accordé l'attache tétine dans le lit et ça l'a aidé à la récupérer. Pourquoi tu te dis que tu te l'es accordé? Parce que Raphaël, ça l'avait pas fait. D'accord. Et Raphaël, je l'avais mis plein de tétines. Ok. La multiplication des tétines dans le lit. Pour moi, ça a moins marché que l'attache tétine. L'attache tétine, je sais pas, elle la retrouve directement et voilà. Mais je sais que c'est pas. Il y a des personnes qui disent que c'est dangereux. Mais voilà, comme on dit, le deuxième, c'est un peu plus smooth et c'est vrai que je me suis trouvé cette solution entre le moment où elle n'arrive pas parce que quand ils sont petits, ils n'arrivent pas à la mettre tout seul à la bouche. Donc moi, j'en pouvais plus de lui mettre la tétine de 0 à 6 mois quand elle était en côte d'eau avec moi. Je devais lui remettre la tétine. Donc vers 6 mois, j'ai commencé à lui mettre l'attache tétine et ça a aidé. Alors ça, pas tout le temps parce que des fois, elle se l'arrache et elle part dans le fin fond du lit. Mais ça a aidé à éviter certains réveils dans la nuit et moi, éviter de me réveiller. Je dis pas que ça les a tous enlevés, mais ça a un peu marché pour moi. Ça a aidé. Et puis, il y a les recommandations et il y a la réalité entre parents, comme beaucoup de choses. Donc après, on s'écoute, on fait au mieux. Exactement. Et rien n'est jamais parfait, c'est sûr. Et c'est vrai que ça. Alors moi, j'avais jamais entendu l'astuce de l'attache tétine pendant la nuit. Oui. Est-ce que toi, ça t'aidait aussi à la retrouver au début? Parce que forcément, ça aide l'enfant à la retrouver, mais du coup, ça t'aide toi en tant que parent à la retrouver quand oui, tu sais, t'es pas à tâtonner partout dans le lit, sur le bébé et tu sais qu'elle est là, quoi. Tu sais qu'elle est là. Okay. C'est vrai que moi, d'avoir les tétines dans tout le lit, moi, j'étais là, je me perdais, quoi. Non, mais moi, j'arrive même pas. Alors mon bébé, comment il va y arriver? Donc, moi, j'avais cette astuce-là, mais après, c'est personnel. Ok. Et après, du coup, tu l'as enlevée ou elle l'a toujours? Là, elle l'a toujours. Elle l'a toujours. Elle l'a toujours. Ok. Et pour l'instant, vous gardez la tétine? Pour l'instant, on garde la tétine. Ouais. Ça fonctionne? La nuit, elle a besoin, c'est doudou, tétine, coussin d'allaitement. Elle a des petits rituels. Ouais. Mais ça marche. Et ça fonctionne. Et tant que ça fonctionne, on touche à rien. Ah, exactement. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont desservi ou qui t'ont fait douter ou qui t'ont poussé dans une direction qui te correspondait pas? Que ce soit pour Raphaël ou pour Romy? Typiquement, moi, je suis un bébé des années 90. Je suis née en 93. Ma mère m'a toujours dit, mais moi, je te laissais un petit peu pleurer, Amandine. Et puis, mais après, tu faisais tes nuits, mais toute seule, j'ai jamais eu de problème. Je me suis dit, attends, pourquoi moi, ça marche pas? Tu te dis, pourquoi t'essayes. Et Raphaël, j'ai un peu essayé de dire, bon, je le laisse un petit peu pleurer 2 minutes, 5 minutes, mais j'ai vu que ça ne marchait pas du tout. Donc, ça m'a desservi. Après, on écoute un petit peu au début, sa maman, c'est normal. Et j'ai vite compris que ça marchait pas du tout comme ça. Et je pense que les parents, ils oublient ce qu'ils ont fait, comment ça s'est passé. Donc ça, mon premier, on écoute, sa référence, donc sa mère, par automatisme. Moi, je suis la seule de mes amies à avoir des enfants. Donc t'as qu'une référence autour de toi. À l'époque de Raphaël, donc j'avais qu'une référence, c'était ma mère. Et après, j'étais pas allée me renseigner beaucoup pour Raphaël, à lire, à avoir plus d'informations. Non, Raphaël, je suis vraiment allée au feeling, donc dans le grand bain. Donc oui, ça m'a un peu desservie. Mais après, ma mère, elle a été quand même beaucoup dans l'écoute et la compréhension. Elle m'a juste apporté son expérience, qui était, je pense, faussée au bout de 30 ans. Mais après, je suis allée chercher l'information et j'ai fait autrement. Ça, juste, je pense ça. Et après, avoir trop d'infos aussi, c'est des fois pas très bien. Moi, on se perd dans les recommandations. On pense que ça, c'est bien. Mais ça marche pas forcément pour nous. Donc, il y a peut-être des fois trop d'informations. Et moi, je recommande vraiment un accompagnement adapté aux besoins.
Moi, je sais pas si on en avait personnalisé en fonction de chaque parent, quoi. Ouais, Et pas exactement. une information générale qui en fait peut convenir à certaines personnes, mais peut ne pas du tout convenir à d'autres. Moi, ça me fait peur quand là, typiquement, j'entends des gens demander à ChatGPT des trucs. Moi, j'ai peur. Je me dis où on va, hein, parce que là, mais c'est personnel. Il faut faire du cas par cas. Ouais. Ce qui est bien dans ton expérience, c'est que là où on entend beaucoup aujourd'hui 2 camps qui s'affrontent entre l'endormissement autonome et le maternage proximal à 100%. Ce qui est bien dans ton expérience, c'est que tu as fait du cododo tant que ça fonctionnait, tant que tu le pouvais. Mais c'est aussi la preuve que parfois ça fonctionne pas et c'est OK. Alors oui, bien sûr que c'est ce qui répond naturellement et physiologiquement aux besoins du bébé et qu'on en est là aussi aujourd'hui parce qu'on a très, 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 très longtemps fait du cododo et qu'on le fait encore dans beaucoup de cultures. Mais c'est OK que ça convienne pas aussi. Donc, comme on a dit avant, il y avait toute une famille autour. Oui. Donc, peut-être les mamans, elles étaient à la maison, travaillaient pas, donc elles pouvaient se reposer. Il y avait la grand-mère, mais maintenant dans notre système, ça fait que c'est encore plus demandé de faire du cododo ou de l'allaitement. Ça demande encore plus de ressources aux femmes, d'énergie. Parce que le lendemain, elles doivent se réveiller et ou elles ont d'autres enfants, ou elles vont travailler. Et je suis super fière d'avoir pu faire ça et je pense que on est forte. Bon, franchement, faut se le dire, quoi. Je pense que c'est important et que y a pas de schéma prédéfini. Moi, je suis comme ça. Et une amie est différente. Bah, ok, toi, c'était bien dans ton lit avec ton enfant jusqu'à 5 ans. Ok. Et c'est vrai que des fois, on transpose à nous. Et il faut pas transposer sur notre histoire et nos besoins parce que les personnes en face, ils ont d'autres besoins et d'autres lifestyles. Il faut prendre le mieux pour ton enfant et pour toi. Et surtout pour toi en premier parce que si t'es pas bien, je suis garantie que ton enfant, il peut pas être bien. Ouais. Parce que c'est des éponges, vraiment. C'est pour ça que moi, ça a marché jusqu'à 6 mois l'allaitement pour Romy, qu'après j'étais épuisée et que j'ai trouvé une autre solution, le biberon et le dodo dans sa chambre. Et j'ai repris des forces et voilà, elle va très bien. Elle entre à la crèche, elle s'est très bien fait, elle était sécure. Voilà. C'est vraiment propre à chaque enfant, à chaque parent. Est-ce que tu t'attendais à vivre tout ça? Moi, non, vraiment, pour moi, c'est comme si j'étais rentrée dans une machine à laver, hein. Je suis ressortie. Avec essorage en mode 1500 temps par minute. Exactement, je suis sortie de Raphaël, j'ai mis quand même bien 4 ans à reprendre mon souffle et à me reconnecter à moi-même, à avoir l'envie d'avoir un deuxième. Elle a pas du tout été tout de suite, moi. À moi, Raphaël, il m'a un petit peu vaccinée, hein, vraiment, ouais. Et c'était... le deuxième, ça a été beaucoup de questionnements. Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour les autres? Je vais être sincère. Au début, je l'ai beaucoup fait pour Raphaël, parce qu'il demandait un petit frère, une petite sœur. Et Denis, venant d'une grande famille, c'était impossible d'avoir un enfant unique. Moi, je suis enfant unique. Donc pour moi, ce schéma était OK pour moi. Mais après, quand je suis partie dans l'expérience du deuxième, je regrette pas du tout. Mais deuxième petit coup d'essorage. Mais tout passe. En fait, dès que je me dis ça, dès que, je sais pas, je suis au bord du précipice de l'énervement, de la fatigue, je me dis, Amandine, tu vas plus revivre ces moments-là. Typiquement, par exemple, quand il se réveille la nuit ou il pleure, je prends Romy ou Raphaël, je me dis, mais c'est pas grave, Amandine, ça, c'est un temps. Après, il sera plus dans ton lit, il te demandera plus. Et ça, je me le dis toute seule dans ma tête et ça marche super bien. Je me dis, ouais, c'est vrai, après, tu te demanderas ça. Ouais. Tu seras nostalgique de ces moments-là. Et du coup, tu prends du recul tout de suite et tu dis, ok, bon, ça va, c'est pas grave, c'est bon. Demain, ça ira mieux. Voilà. Ça m'est déjà arrivé, moi, de l'imaginer ado, quand je le berçais, ou qu'il dormait dans mes bras et que j'en avais un petit peu marre d'être coincée parce que du coup, il faisait du surdodo pendant les siestes et je l'imaginais ado et je me disais, ok,
bon allez, essaye d'en profiter un peu. Parfois c'est dur, et parfois t'as pas envie d'entendre ça, de dire genre profites-en parce qu'il est petit. Bah ouais, mais non, là t'es dans le dur, donc t'as Ouais, pas très quand envie t'es d'en dans le dur, profiter. c'est très compliqué. Voilà. Mais parfois, on peut essayer de se le dire pour respirer un bon coup, et déjà se dire ça passe aussi, genre ça va passer, ça va être moins difficile à un moment. Voilà. Pas l'injonction de te dire il faut absolument en profiter alors que t'es dans le dur, parce que souvent c'est pas facile. Mais ouais, de se dire là c'est dur et en même temps ça va passer. Bah, exactement. Et quand je suis totalement d'accord avec toi que quand tu es dedans, quand tu es dans le pas bien ou que tu es en surplus, c'est difficile de prendre du recul sur la situation. Et c'est là où une personne externe t'aide à apporter des outils pour que tu puisses te sentir mieux. Et c'est là où il faut aller chercher l'information, chercher de l'aide et pas avoir honte et demander j'en peux plus, venez m'aider. Le SOS. Qui m'entend? C'est ça qui t'aurait aidé pour le sommeil de Raphaël? Pour Raphaël, oui. Oui, bah, parce que j'étais seule en vrai quand après Denis a repris le travail. Alors j'ai de la chance, on est resté bien 4-5 mois en bulle, dans la bulle parce qu'il y avait Parce que Covid ou parce Covid. que congé? Okay. Non, Covid. Après tu te retrouves seule, hein. Donc tout le monde travaille, tout le monde a sa vie, et toi t'es dans la tienne à fond, et je te dis il faut comme tu dis, avant il y avait la mamie, la maman, là il y a plus à proximité. Donc il faut l'organiser, il faut le préparer. Quand je dis que Raphaël, j'ai pas préparé, et voilà. Et Romy, j'ai beaucoup mieux préparé. Qu'est-ce qui t'aurait le plus aidé? Une présence physique ou plus d'outils, ou les deux? Bon, tu vas me dire les deux, mais À choisir. à choisir. Tu peux pas choisir. Non, les deux. ouais, non. C'est par exemple, une personne physique, ça peut être une maman ou une doula ou quoi. C'est bien, mais c'est périodique. Je sais pas comment expliquer. C'est quand t'as des outils, t'as des ressources, tu peux l'avoir à portée de main tout de suite. C'est dans l'action immédiate. Voilà, quand t'as une mamie, bon bah elle a pas tout de suite là pour t'aider. Le papa il est au travail pour t'aider. Donc à moins de vivre vraiment avec une autre personne, Oui. alors un coparent forcément, mais même une famille nucléaire classique, 2 parents, enfin surtout avec 2 enfants en plus, mais même parfois avec un enfant, c'est quand t'as effectivement un enfant ou un bébé qui pleure beaucoup pour raison digestion, ou pour raison émotionnelle, ou pour quelque raison que ce soit, parfois c'est long. Et même à 2, parfois c'est long. Tu te passes mutuellement le relais, mais parfois 2, ça suffit pas. Mais pour autant, avoir quelqu'un qui peut venir de temps en temps, ça fait passer le relais. Mais ça apporte des choses différentes, en fait. Ça te permet de souffler à un moment où quand c'est difficile et que tu as vraiment besoin. Et après, bah, typiquement, toi, quand je t'ai envoyé un petit message, c'était une question qui te taraude, que tu laisses dans ta tête, et bah, y a quelqu'un qui te répond tout de suite et qui t'apporte la solution, te dira, ah bah non, mais t'inquiète, essaye ça. Je trouve que c'est plein d'outils et de personnes qu'on doit intégrer avec nous, parce que sinon, c'est très, très compliqué. On se noie. Oui, mais on y arrive toujours. On y arrive toujours, mais faut pas laisser toutes ses plumes, quoi. Ça serait dommage de finir complètement déplumé. Une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à un futur parent qui s'apprête à vivre le tumulte autour du sommeil du bébé et du jeune enfant? Alors, pour moi, je pense que c'est l'indulgence. Faut être doux avec soi-même. Être doux avec soi, prendre le temps, ralentir, et être conciliant. Et on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Et tu es le meilleur parent pour ton enfant. Voilà. Et ça, il faut que tu te le dises. C'est comme ça, et tu vas y arriver. Et ce n'est qu'un temps. Je sais que c'est horrible d'entendre ça quand on a la tête sous l'eau, mais tout passe. Tout passe avec de l'aide, de l'apprentissage, et être beaucoup dans l'écoute et la recherche d'informations, et essayer, être dans l'action, pas laisser passer, dire bon bah ça marche pas, tant pis. Bah oui, peut-être aujourd'hui et demain ça marchera.
Voilà. On essaye autre chose. On essaye autre chose. On réessaye plus tard. Exactement. Dire ça n'a pas marché, c'est pas grave. Ça marchera demain ou après-demain. Ça marchera pas pour le mien. Bah tant pis, ça marchera pour autre chose. Regarde, Raphaël, le sommeil, c'était chaotique. Et Romy, j'ai eu d'autres problèmes que je n'ai pas eu avec Raphaël. Donc voilà, il faut être indulgent avec soi-même et se prioriser. Laisser l'enfant et peut-être à quelqu'un, un papa, une mamie. Au début, c'est compliqué quand c'est nourrisson. La première, moi j'étais maman louve, donc j'ai eu du mal. De déléguer. Oui, au début, moi, les 0-3 mois, j'étais très, 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 très collée. Fallait pas te l'enlever, quoi. Bah, oui, j'en avais besoin, quoi. Je sentais que c'était viscéral. Pour les deux? Oui, pour les deux. Et à deux, on est plus fort que seul. Et si on n'a pas de coparents, aller chercher de l'aide ailleurs, avec, je sais pas, des doulas, des sèches-femmes. Si on n'a pas forcément les moyens aussi, peut-être des PMI, ça marche aussi. En France, on a les ressources, il faut aller les chercher. Il faut pas rester seul et il faut demander de l'aide et parler, pas avoir honte. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on évolue. Voilà. Merci beaucoup, Amandine, d'avoir accepté de témoigner 2 fois, enfin une fois et demie. Ça a été avec plaisir. Moi, c'était super. C'est bien parce que ça a amené d'autres questions, comme quoi on pourrait y passer 3 heures. Exactement. Clairement, ouais. Oui. Mais en tout cas, c'était riche en informations. Merci. Et puis, je te souhaite bon courage pour la suite aussi. Et bonne reprise du travail. Merci. Toute l'énergie est avec moi. Que la force soit avec toi. Ouais, exactement. À très vite. Merci beaucoup. À très vite, Mégane. Vous venez d'écouter un épisode de Un dodo à la fois. Un grand merci pour votre écoute et pour votre soutien. Vous pouvez partager les épisodes que vous préférez autour de vous et laisser un avis pour me dire ce que vous en pensez. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez me suivre sur Instagram sous le nom Mégane M. MEGA2NE.M. À très vite.